Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographie.com. Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo à l'attention des débutants. Toutes mes vidéos sont plutôt à l'attention des débutants, mais aujourd'hui l'objectif ça va être de répondre encore une fois à une question qui m'est souvent posée, c'est les problématiques de netteté sur les photos. Ça c'est un problème qui est récurrent et qu'il faut vraiment prendre à bras le corps quand on débute. C'est vraiment une des choses importantes où on doit vraiment faire attention à ça. Donc pour toutes les questions de netteté, il y a beaucoup de paramètres qui vont induire une problématique de netteté si on n'y fait pas attention. Première chose, ça va être la vitesse. La vitesse qu'on va utiliser pour faire nos photos. Toujours garder un œil sur la vitesse. Surtout par exemple quand on est à main levée. Quand on est à main levée, on sait qu'on ne va pas pouvoir descendre en dessous une certaine vitesse. Par exemple, il faut faire attention, même maintenant on a des appareils photo comme celui-là, c'est un Alpha 7 III, on est quand même bien stabilisé, mais il va falloir faire attention, si on n'est pas conscient qu'on a une vitesse lente, il ne va pas falloir descendre en dessous le 60e, le 50e, parce que si jamais on fait des photos un peu à la volée, 9 fois sur 10, on aura un flou de bouger. Donc bien faire attention à ça, parce qu'en même temps, quand on a une photo floue, c'est compliqué de la récupérer. Alors attention à ça. On peut récupérer une problématique d'exposition, en fonction de l'ampleur de la faute, mais à un ou plusieurs stops, 2, 3 stops, on peut récupérer ça encore. Par contre, si on est flou, on reste flou. Donc sur mon appareil photo, si je suis à main levée, je fais attention à ma vitesse systématiquement. Il faut vraiment être très vigilant à ça. Donc systématiquement, je check ma vitesse, si nécessaire, je l'augmente. Une vitesse de confort entre le 60e, 200e, pour être vraiment sûr de ne pas être victime d'un flou de bouger. Pour le photographe. Après, il va falloir bien faire attention également si notre sujet bouge. Si on a un sujet qui est dynamique, des photos de sport par exemple, à savoir qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux suivre mon sujet ou est-ce que je veux le figer? Si je veux suivre mon sujet, il ne va pas falloir une vitesse trop rapide. Il va falloir une vitesse adaptée à mon sujet, mais pour que j'ai mon sujet parfaitement net, mais en même temps que mon décor soit filé. Donc là, pareil, adaptez votre vitesse. Il n'y a pas de vitesse universelle, parce qu'en fonction de ça va toujours fonction de la vitesse de votre sujet. Un sujet hyper rapide, vous pourrez pouvoir faire des filets. Moi, j'en ai fait sur des courses de rallye avec des vitesses au 250e de seconde. J'ai fait des filets. Donc, alors attention à ça. Si vous voulez figer votre sujet, il ne faut pas descendre en dessous le millième de seconde quand c'est un sujet rapide. Millième, voire plus rapide. 2 millièmes dans ces eaux-là. Voilà. Ensuite, il va falloir faire attention à l'ouverture. L'ouverture pour la problématique de profondeur de champ. Toujours, une fois qu'on a checké la vitesse, on va garder un œil sur l'ouverture de notre appareil photo, le diaphragme. Le diaphragme ne doit pas être trop ouvert. S'il est ouvert au maximum, on va avoir une problématique de profondeur de champ. Et ça va être surtout vrai plus on aura un grand capteur sur l'appareil photo. Comme ici sur un plein format, je vais être beaucoup plus sensible aux problématiques de profondeur de champ qu'avec un appareil photo avec un capteur plus petit, APS-C ou autre. Donc attention à ça. Toujours systématiquement, par exemple sur une photo de paysage, si on a une problématique de lumière, on va toujours plus facilement être sur un diaph très ouvert. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux parfois avoir une sensibilité un petit peu plus haute, mais pour avoir une profondeur de champ correcte. Parce que ça ne sert à rien de faire une photo si après, à la fin, on n'est pas satisfait qu'on a notre premier plan net et l'arrière-plan flou. Sur de la photo de paysage, que souvent l'arrière-plan, c'est lui qui va utiliser une grande partie de l'image. Donc toujours on ferme son diaphragme en fonction de la profondeur de champ que l'on souhaite. Alors on va pouvoir se faire aider pour cela d'applications dédiées à la profondeur de champ. Donc pareil sur la chaîne, il y a beaucoup de vidéos où vous pouvez vraiment de vidéos où je parle d'applications dans ce style. Vous allez taper sur internet applications pour les DOF, Depth of Field, profondeur de champ et compagnie. Application profondeur de champ, vous en trouverez sur les smartphones, des gratuites à profusion, il n'y a aucun problème. On a parlé de la vitesse, on a parlé de l'ouverture, il y a aussi une problématique qui est la sensibilité ISO. Donc on a vu tout à l'heure, c'est que si jamais on avait
manque de lumière, on montait un peu la sensibilité ISO. Là aussi, si on a l'appareil photo surréglé sur ISO automatique, ben parfois l'appareil photo peut monter les ISO de manière un peu inconsidérée. Et on va se retrouver avec beaucoup de bruit, beaucoup de grains. Et même si on fait du RAW, on va pouvoir corriger un peu ça, mais ça sera de toute façon moins bien défini que si on avait une sensibilité ISO relativement basse. Donc là c'est pareil, faites très attention à votre sensibilité ISO parce que elle va également, une sensibilité ISO élevée va vous casser la netteté de votre photo, va dégrader la qualité de votre image. Donc gardez un œil là-dessus et toujours essayer d'optimiser au maximum la sensibilité ISO en fonction des conditions de lumière. Alors après je suis d'accord que on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Si vous faites des photos comme ici, on est le matin, il n'y a pas beaucoup de lumière, il faudra de toute façon une sensibilité ISO relativement élevée. Parce que je suis à l'ombre, je suis dans une petite vallée, donc je vais être obligé d'avoir une sensibilité ISO élevée si je veux utiliser une vitesse rapide par exemple, ou si je veux un diaphragme fermé pour une profondeur de champ, ou parfois les deux. Donc c'est là où, bon, ben, à un moment donné, il faut se dire, bon, ben, j'ai besoin d'un diaphragme très fermé, j'ai besoin d'une vitesse très rapide, donc obligatoirement, j'ai pas beaucoup de lumière, je vais avoir une sensibilité ISO assez élevée. Donc je m'attends à ne pas avoir une photo hyper piquée, hyper nette. Ça, c'est le prix à payer pour une certaine image. Donc ça aussi, il faut en être conscient. On ne pourra pas systématiquement avoir une image parfaitement nette quoi qu'il arrive. C'est pas vrai. Donc là aussi, il faut aussi parfois, en fonction des conditions, réduire son degré d'exigence. Ensuite, une chose, moi j'ai rarement eu ce problème-là, mais c'est un problème qui existe. Quand on fait de la photo sur pied, on peut avoir des problématiques de miroir. Bon, là-dessus, c'est un hybride. Mais sur les appareils photo réflexes, on peut avoir la problématique de miroir quand on a des photos qui vont faire une demi-seconde, ou des choses comme ça, des poses relativement lentes, mais pas trop lentes. Et le soubresaut du miroir dans l'appareil photo peut induire une vibration qui va créer un flou de bouger. Parce qu'on aura un pourcentage sur le temps de pause, on aura un pourcentage important qui sera le mouvement du miroir qui va induire une vibration relativement importante en proportion par rapport au temps de pause. Donc là-dessus, il faut aussi faire attention, si possible, regardez dans votre menu et relevez le miroir. Donc pour ça, une fois que votre miroir est relevé, vous visez avec l'écran à l'arrière de l'appareil photo. Hein, donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire sans aucun problème. Mais faites le test. Une demi-seconde avec miroir baissé, miroir relevé. Faites une photo pour voir s'il y a vraiment un écart de netteté, si vous voyez qu'il y a une petite différence. Et dans ces cas-là, systématiquement, quand vous faites vos photos, relevez le miroir pour plus de confort ou de garantie de succès au niveau de la netteté de votre photo. Autre chose quand on fait des photos et quand on veut de la netteté, c'est le trépied. Parfois, on utilise des trépieds qui vont être de moyenne qualité, parce qu'on veut mettre un minimum le moins cher possible, parce qu'on n'a pas les moyens ou par conviction, je ne sais quoi. Moi, je vous encourage à acheter un trépied de qualité. Si on n'a pas les moyens, on va économiser. On va attendre un petit peu. Maintenant, on fait des trépieds de qualité avec des tarifs raisonnables. Mais un trépied, c'est un outil pour la vie, si on est vigilant, pas comme moi. Enfin bon, le trépied qui porte la caméra, vous ne le voyez pas, mais le trépied que j'utilise pour ma caméra, c'est le trépied que j'utilisais en école photo il y a 40 ans. Donc c'est un trépied qui a plus de 40 ans et qui est toujours là. Et à l'époque, c'était un trépied qui coûtait relativement cher. Mes parents m'ont acheté ça relativement cher. Et voilà, un trépied de qualité, il vous fait votre vie. Donc moi ça, c'est un trépied en carbone Manfrotto que j'ai acheté 350 € ou 400 €, je ne sais plus, mais j'en ai déjà laissé un aux États-Unis. Hein, par bêtise, par inadvertance, par non-vigilance, j'ai pas fait attention et j'ai oublié mon trépied dans le Grand Canyon. Donc ça, voilà, un trépied, ça vous fait la vie si vous faites attention, si vous n'êtes pas comme moi. Mais en même temps, voilà, ça m'apprendra à pas faire attention, à pas être vigilant. Après, j'ai fait un heureux ou une heureuse. Donc le trépied, c'est quelque chose d'important. Donc si on achète des trépieds de moins bonne qualité, si on n'utilise pas le trépied de façon adaptée, par exemple, si on a des conditions de vent très dures, très difficiles, vous voyez, et qu'on va utiliser le trépied dans des conditions avec la colonne sortie très haute,
Bon ben, vous voyez que là, même si j'ai un trépied de qualité, ben, si j'ai beaucoup de vent, vous voyez mon appareil photo peut ne pas être très stable. Donc vous voyez, là c'est pas top. Donc je sais que si j'ai beaucoup de vent, qu'est-ce que je fais? Ben, j'évite de monter ma colonne à fond, je la monte au moins à un tiers ou un quart, comme ça, vous voyez, j'aurai des conditions de stabilité bien meilleures. Toujours adapter les conditions de prise de vue aux conditions météo. Faites très attention à ça, c'est vraiment important les amis. Et puis un trépied de moins bonne qualité, ben, il sera moins stable. Ça c'est évident parce que les pattes seront plus fines, la colonne s'il y en a une sera également plus fine, les systèmes de serrage seront moins efficaces, idem pour la tête, la rotule du trépied. Donc là aussi, attendez, économisez, ou regardez les occasions, mais acheter un trépied de qualité, ça c'est hyper important. Après je ne vous encourage pas à acheter du Gizzo ou du Manfrotto, mais malgré tout, attachez une très grande importance au trépied, parce que si vous en prenez soin, il vous fera toute votre vie. C'est vraiment un investissement, et le carbone, parce que c'est super léger, donc c'est vrai que c'est plus cher, maintenant ça commence à être, les prix commencent à baisser, mais ça vaut vraiment le coup d'attendre un peu, de se priver un peu, pour s'acheter vraiment quelque chose de qualité. Dernière chose, non des moindres, quand on fait une photo sur trépied, c'est de ne pas utiliser de déclencheur souple. Alors moi je ne l'ai pas là, mais un déclencheur souple c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que quand on a un trépied et qu'on met la main sur l'appareil photo et qu'on shoot, ben on va toujours induire des mouvements parasites, même si on fait très attention. On va essayer de déclencher comme ça avec le bout du doigt, c'est pas top. Donc dès qu'on est sur trépied, on prévoit un déclencheur. Déclencheur souple, déclencheur à distance. Alors avec le Sony par exemple, je peux avec mon application déclencher l'appareil photo depuis mon téléphone, ça c'est des choses intéressantes que l'on peut utiliser. Ou alors, si vous n'avez pas de déclencheur souple, parce que vous n'en avez pas trouvé, vous ne savez pas quoi acheter, vous pouvez utiliser le retardateur. Retardateur 2 secondes, vous mettez le retardateur, vous appuyez, 2 secondes après, il fait la photo tout seul, vous ne touchez pas l'appareil. Ça c'est aussi la petite solution, quand on n'a pas de déclencheur, on utilise le retardateur. Ok, si on a des doutes sur la qualité de la stabilisation, au lieu de 2 secondes, on va prendre 10 secondes. Mais bon, 2 secondes ça suffit, en général, pour que l'appareil photo soit stabilisé. Voilà les amis. Alors n'oubliez pas, vous avez un lien, je crois que ça va être par là, pour vous inscrire à ma newsletter. Alors c'est une newsletter, vous avez un cours de photo tous les jours, gratuitement, dans votre boîte mail. C'est très court, ça vous prend très peu de temps. Vous avez des conseils photos, vous avez ça, c'est tous les jours, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Donc inscrivez-vous. Et je vous mets aussi la page de mes formations photos, si vous voulez me soutenir, plutôt que de mettre une cagnotte. Moi je vois pas l'intérêt de mettre une cagnotte, je préfère que ce soit win-win. Achetez mes formations, vous y gagnerez, vous verrez des formations photos de paysage, formations photos de portrait, vous verrez, vous avez pléthore de formations, beaucoup de formations sur la photo de paysage, et vous verrez, elles sont à des tarifs très intéressants parce que vous avez 50% avec le code qui s'affiche sur l'écran. Donc vraiment c'est intéressant pour vous, profitez-en les amis, et puis ben, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.